Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Je vous propose un format différent d'habitude, une sorte d'exploration de la situation actuelle au niveau économique à l'international. Se pencher au moins sur certaines questions sérieuses, en termes de masse monétaire actuelle, de différentes devises, des dettes des pays par rapport à leur PIB, production intérieure brute, se pencher aussi sur des représentants comme Elon Musk, qui peuvent faire varier les cours de la bourse. On pense des fois avec des tweets au Dogecoin, ou encore Trump, qui peut aussi carrément lui faire basculer l'économie internationale par la bourse, avec des propositions de taxes douanières, de répression et de bien d'autres choses. Et après, ça va nous conduire à certains spécialistes qui d'un côté laissent entendre que c'est la fin du dollar, roi de la planète, et gérant quasiment la plateforme des échanges et du commerce. D'autres y voient le retour de l'Union européenne sur le devant avec Van der Leyen toute puissante et portant l'euro numérique. Et derrière, il y a également l'inquiétude pour tout ce qui est des crypto-monnaies. C'est à peu près le programme du jour. Alors si vous appréciez ça, eh bien restez à l'écoute. Fluctuation et taux de change. Hélas, cette définition déjà un peu réductrice ne suffit pas à rendre la question beaucoup plus simple. Je cite. En termes fiduciaires, donc de pièces et de billets, il y a environ 84 milliards de livres sterling, soit environ 101 milliards d'euros, de monnaie britannique en circulation sous forme de papier et de billets. Il y a également 2236 milliards de dollars américains, à peu près 2076 milliards d'euros, 1578 milliards d'euros dans la monnaie de l'Union européenne et 9616 milliards de yuan, à peu près 1247 milliards d'euros dans la monnaie chinoise, ainsi que de la monnaie, après dans de nombreuses autres devises, écrivait en 2024 Renaud Foucard, maître de conférence en économie à l'université Lancaster, dans un article écrit pour The Conversation. Mais voilà, en quelques mois, ces chiffres ont énormément évolué. D'après des données de septembre 2024, le Royaume-Uni dispose apparemment d'environ 96,5 milliards de livres sterling d'argent labellisé M0 en circulation, tandis que le chiffre des États-Unis est désormais de 5 588 milliards de dollars, celui de l'Union européenne de 4 792 millions d'euros, alors je pense qu'ils ont fait une erreur, c'est milliards, et celui de la Chine de 12 183 milliards de yuan. Nous avons donc une recrudescence d'impression de monnaie, ce qui va en général impacter les marchés et diminuer la confiance en celle-ci. Et pour certains, c'est l'ouverture à une alternative. Et les crypto-euros, le bitcoin et encore d'autres nouvelles devises quelque part. En outre, il est infiniment délicat de se mettre à ajouter de telles sommes, ce qui obligerait à définir un taux de change précis entre les différentes monnaies internationales. Je cite. Si on prend en compte les dernières données disponibles, on obtient un montant de 6 113 milliards de livres sterling, explique Renaud Foucard, qui précise cependant que ce montant pourrait changer très rapidement et qu'il est probablement déjà obsolète au moment où vous lisez cet article. Que comprend-on ? Quelque chose d'important. Tous les travailleurs et les personnes ayant placé leur argent en épargne se voient petit à petit perdre du pouvoir d'achat. C'est clairement ça qui est expliqué. Et derrière, ça dépossède les gens pour faire une sorte de Great Reset. Donc on est en surimpression, la masse monétaire prend du volume encore et encore. On a derrière des choses spéculatives, de l'inflation, c'est tout à fait logique, ce qui va entraîner après finalement moins de pouvoir d'achat, donc de facto des fermetures d'entreprises, moins d'attractivité, des gens qui vont être carrément même dépossédés de leurs biens, ce qui entraîne de la récession après, et même peut conduire à des triple A du marché, qui ont été notés par tout simplement des agences particulières. Je vous en avais parlé récemment. Nous en France, on a Marc Ladrette de la Charrière, qui se saisit entre autres des notes des États et de certains produits financiers qui pourraient dégringoler. D'ailleurs, on a remarqué que la France, cette année, il y en a certains, ils ont préféré pas attribuer de notes pour éviter que ça vienne à descendre. Le FMI, qui est le Fonds monétaire international, là où entre autres Christine Lagarde avait travaillé avant de se retrouver à la Banque centrale européenne. En 2023, alerte sur l'emballement de la dette chinoise.
Apparemment, côté américain, fallait pas trop regarder. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la catastrophe partout. On nous explique que si le monde croule sous les dettes actuellement, il le doit en grande partie à l'envol de l'endettement de la Chine, selon l'analyse du Fonds monétaire international. Dans les autres pays, les dettes progressent aussi, partout, on va le voir après. Le monde regorge de dettes. Et dans ce paysage, la tendance observée en Chine suscite l'inquiétude du Fonds monétaire international. Donc ils ont publié dans un blog Victor Gaspard, donc responsable du département des affaires budgétaires du fonds, qui souligne que la Chine a joué un rôle central dans l'augmentation de la dette mondiale au cours des dernières décennies, les emprunts ayant dépassé la croissance économique. La dette de la Chine a en effet augmenté de plus de 7 points, ça c'était en 2023, pour atteindre 272% du PIB en 2022. La dette publique a continué de progresser pour s'élever à 77% du PIB. Côté dette privée, la tendance est similaire puisqu'elle frôlait les 200% du PIB l'an passé. Alors souvent on entend les extra-européens se délecter, prendre plaisir à voir la France dans la mouise, à plus de 110% du PIB en termes de dette, à observer une Amérique un peu en difficulté ces derniers temps, et à dire ça y est, c'est le moment du changement, vu qu'ils arrivent à des 110, 120% pour certains, ou je crois que l'Amérique, c'est aux alentours de... Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais bref, prenons pour l'Union européenne, France c'est à peu près 112, l'Italie ça doit être pas loin des 120 points, pareil pour également l'Espagne qui essaye quand même de reprendre du poil de la bête, mais quoi qu'il en soit, les pays sont en difficulté. Et donc des étrangers sont ravis de ça, et nous expliquent que c'est la fin. Pourtant, quand on regarde un peu plus à l'est, on va s'apercevoir que le Japon vit déjà à plus de 200% d'endettement depuis énormément d'années. La Chine prend le même pas, et en fait plein de pays comme ça sont dans la surimpression. La Chine en tête, l'endettement chinois s'est nettement accentué à partir de 2009, en particulier celui des sociétés non financières, alerte l'institution de Bretton Woods dans son dernier rapport d'observation des dettes internationales. Vous avez, hop là, un petit visuel de 95 à peu près à 2022. On voit que la Chine, ça a carrément explosé. Pareil pour les États-Unis, ils se sont suivis. Et le monde essaye de retourner à une stabilisation, au moins en tout cas de ne pas être au-dessus des 100%. Pour le privé, vous voyez la Chine passer d'à peu près 70 à carrément 200%, comme c'était dans l'article. Donc tout ça, vous pourrez le regarder. Le montant total de la dette mondiale fin 2022, c'était 235 000 milliards de dollars. Autant vous dire que ça ne sera jamais remboursé malgré les envies de certains de détruire de la monnaie et de passer en ni plus ni moins numéraire. Le côté scriptural si vous préférez. 235 000 milliards de dollars, ça représentait 238% du PIB. Donc entre-temps, il y a eu des guerres qui sont enclenchées, des économies qui sont en inflation. Donc on doit peut-être être quasiment près des 300% de dette mondiale. Vous avez là le pays en tête, le Soudan, 316%. Le Japon, comme je vous le disais, mais eux, c'est culturel. Ça fait vraiment très très longtemps qu'ils sont dans une telle situation. Après la Grèce, on se doute, à la suite de 2010... l'Union européenne, la France, je crois qu'il y avait l'Allemagne et un autre pays qui ont participé à l'aider pour sa dette, mais ça n'a pas suffi. L'Italie est aux alentours de 137%, mais fait des efforts. Les États-Unis sont à 122% à peu près, et la France grimpe. Là, on était à 110, c'était en 2023, et maintenant on est à peu près 112. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de voir la masse monétaire et la dette, c'est d'essayer de comprendre les réserves monétaires et s'il y a également des réserves d'or. On rappelle, en Amérique, c'était dans les années 70, je crois que c'est Nixon, il me semble, Richard Nixon, non ? Ou un autre, qui a donc désindexé la valeur dollar-or. Et à la place, c'est plutôt passé après sur la référence de pétrodollar, qui a d'ailleurs été dénoncé par Christophe de Margerie, qui était à la tête de Total, et étrangement décédé. On avait eu Dominique Strauss-Kahn qui voulait peut-être passer en pétro-euro et un autre qui voulait faire la bascule et Paris qui a fini dans un destin tragique, c'est Kadhafi.
Ces trois personnes-là ont voulu changer la donne et ne plus être en pétrodollar, mais peut-être passer en pétro-euro ou bien dans une autre devise encore. Et c'est là toute l'idée de la réorganisation actuelle, où certains pensent que l'Union européenne va peser, que la bête de l'événement quelque part, en fait, c'est la reconstitution d'un empire romain sur le sol européen, et que derrière, on supplantera en fait l'Amérique, on pourra mettre la pression à la Chine et à son alliance des BRICS, et être la nouvelle plateforme internationale pour les échanges, pour une monnaie efficace et compagnie. Là, vous avez un visuel intéressant. Les États-Unis. Donc on a plusieurs informations, les réserves d'or, donc c'est l'or, c'est le métal le plus précieux qui se présente sous la forme de lingots ou de pièces, et aux États-Unis les dépôts d'or les plus connus au monde sont le Fort Knox au Kentucky, ainsi que la Federal Reserve Bank à New York. Au cours des dernières décennies, de plus en plus de banques centrales ont toutefois vendu en grande partie de leur stock d'or, alors qu'en 1960, environ 60% de toutes les réserves monétaires étaient encore investies dans l'or. Donc on comprend mieux, c'est à la suite après, dans les années, je crois, 70, de la décision de ne plus indexer le dollar sur l'or, que certains ont commencé peut-être à vendre. La forte hausse du prix de l'or au cours des dernières années a entraîné une augmentation de la valeur des stocks, ce qui a permis de vendre progressivement d'autres réserves d'or sans en réduire la valeur monétaire. Et on a la réserve des devises, qui est encore autre chose. Dedans, ça comprend les liquidités en devises étrangères, mais aussi les dépôts bancaires, les titres et les obligations. L'utilisation de monnaie étrangère permet d'une part de réaliser des rendements plus élevés grâce à la spéculation sur les devises. On peut comme ça, du jour au lendemain, vendre énormément et donc faire baisser la valeur, de la monnaie à laquelle on s'attaque pour en racheter en masse à pas cher et comme ça faire des énormes plus-values. Dans cet exemple, on avait le système monétaire européen. Son ancêtre, c'était le serpent monétaire européen, avec des fluctuations de plus ou moins 2% autorisées pour éviter les spéculations entre les devises. La lire italienne, le franc français, le mark allemand et encore, on pourrait penser aussi au livre sterling anglais. D'accord ? Vous comprenez un peu les choses. Et on en avait parlé. George Soros avait finalement répété l'histoire des Rothschild, qui eux s'étaient attaqués à la Banque d'Angleterre, non pas pour jouer des devises des autres, francs, marques, etc., mais en tout cas pour faire main basse sur certains titres et des obligations. Tout ça, donc, spéculation financière, vous l'avez compris, crise de panique, c'était au moment où, par des fausses déclarations, donc manipulation médiatique ou non, en tout cas de certains rapporteurs de la bataille de Waterloo, il y avait eu cette panique, les Français, est-ce qu'ils ont gagné ? Ou, attention quand même, hein, parce que du coup, on connaît les problèmes entre la France et l'Angleterre, donc ça avait fait paniquer les marchés pour finalement revenir à une stabilité rapidement, mais profiter à la famille des Rothschild. Après, donc bien des années plus tard, puisque là nous on était sur Nathan de Rothschild, enfant, un des 5 enfants, dans les années à peu près 2000, par là, 1990-2000, on a George Soros, qui a un hedge fund, donc un fonds d'investissement, qui commence à démarcher un peu, faire du pied. Il y a ces banques, on pense à notamment, je crois que c'était la JP Morgan, si je ne dis pas de bêtises, et une autre grande banque américaine, avec des fonds d'investissement. Il a décidé de mener une bataille, même devrais-je dire, une guerre d'un jour au lendemain. Hop, on fait une attaque contre la Banque d'Angleterre. Ça va faire paniquer les autres marchés, on va tirer du profit et surtout on va aboutir au projet premier. Quel est-il ? D'en finir avec la possibilité des États européens d'être souverains et d'imprimer leur propre monnaie et de gérer du coup la masse monétaire. En s'attaquant à l'Angleterre, George Soros a permis de montrer qu'il y avait apparemment une sorte de fragilité sur les marchés, la peur de ne plus être dans les plus ou moins 2% du serpent ou du système monétaire européen. Et donc, du jour au lendemain, il pouvait y avoir des détracteurs, ces agents déstabilisateurs étrangers qui viendraient finalement prendre d'assaut une monnaie particulière pour racheter d'autres et spéculer. J'espère que je suis assez clair. Et ça a conduit à une sorte d'envie de collaborer. Au-delà du traité de l'acier et du charbon pour le premier commerce, d'étendre l'alliance pour un autre objectif,
Eh bien, maintenant, il fallait solidifier l'Union européenne. Et le seul moyen d'effacer les États de façon individuelle pour en faire des États unis d'Europe, sans que ce soit déclaré comme tel, c'était le système monétaire. Par la finance, détruire les États. Les endetter, et comme on l'a vu pour la Grèce, quand l'un est dans le besoin, les autres sont obligés d'y venir, d'y subvenir, et à un moment, en fait, il n'y a plus d'aide, tout le monde est en train de couler. C'est à peu près ça pour un renouveau. Et vous allez le comprendre, le renouveau est en termes de peuple, de métissage, on en a déjà longuement parlé, d'effacement de culture, et d'aboutir en fait à une création qui serait pilotée par les Américains, peut-être, là j'imagine les choses. On aurait l'impression que ça a supplanté l'Amérique, vous voyez, c'est une sorte de libération, mais qui n'est en réalité que l'apparence, avec un filtre, une sorte de masque qui a été placé sur qui contrôle le monde de demain. C'est à peu près ce que je vois. Et donc, dans tout ça, qu'observe-t-on ? Que la France a perdu par exemple beaucoup d'or. On se rappelle avec l'affaire de Sarkozy, hop là, des tonnes d'or, on vous les envoie. Que la France possédait énormément d'or dans ses réserves, puisqu'il y avait le franc CFA, et donc derrière des anciennes colonies, on avait transformé le système du franc colonial français, il me semble, en idée ce franc, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en gros, quelque part du Centrafrique, et de leur promettre une stabilité monétaire. On prend l'or, et en échange, nous, de notre puissance extérieure, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de fluctuation. C'est toujours comme ça qu'ils ont pris le pouvoir. La promesse qu'il n'y aura pas du jour au lendemain des hausses, des baisses et compagnie. Donc, une stabilité par rapport en termes de valeur d'achat par rapport à l'euro, derrière le dollar, et des alliances comme ça. D'accord ? Donc, impression de monnaie, vous l'avez très bien compris. On observe quoi ? L'Ouzbékistan, c'est l'un des pays qui a pas tant que ça de masse monétaire. Par contre, il a des réserves monétaires très importantes, dont des réserves d'or que l'on voit astronomiques. L'Ouzbékistan est un des pays intéressants. Donc on voit, c'est 14 767 millions d'euros au niveau de leur masse monétaire. Après, vous avez les États-Unis d'Amérique. Là, eux, ils ont actuellement une masse monétaire d'à peu près 23 115 milliards de dollars. Et en réserve monétaire, donc c'est-à-dire en possession de dettes extérieures ou de possibilité de faire fluctuer les marchés, ils ont quasiment rien. 2,8%. Alors c'est à la fois bien et mauvais. Pourquoi ? Parce que du coup, ils ont pris la confiance que les pays étrangers achètent en dollars et finalement que en déversant toute cette monnaie partout, eh bien on ne puisse pas les attaquer. Puisque si on les attaque et qu'on les fait dévaluer, de facto, tous ceux qui en possèdent à l'étranger sont finalement morts dans le film. Voyez, ils perdent leur pouvoir et tout ce qu'ils ont eu en termes de commerce ces dernières années, ça vient s'effondrer. Donc ce ne serait pas dans l'intérêt des pays qui jouent avec le dollar, qui en possèdent énormément dans ces marchés pour pouvoir justement s'en passer par des frais intermédiaires. Voyez, ça ne serait pas dans leur intérêt. Donc on peut se dire que c'est bien, sauf que derrière, ça veut dire, comme on l'a vu, que dans ces réserves monétaires, voilà, il leur manque des choses. Et regardons donc, moi ce qui m'intéressait c'était quoi ? L'USA, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Kazakhstan d'ailleurs très fort, Kazakhstan, hop là, qu'on revienne, très fort en termes de développement d'intelligence artificielle, etc. Mais il y a 2 ou 3 pays que l'on va voir, Pakistan également, qui vont être peut-être des alliés demain de la Chine et même qui ont peut-être des dettes avec la Chine. On va le voir. Alors j'essaie de trouver la Chine également, elle est ici. Ils ont actuellement, si on met en euros d'ailleurs, c'était pas en dollars. Et ils ont donc 33 808 milliards d'euros en masse monétaire. Donc ils sont au-dessus de l'Amérique. Pour autant, on l'a vu, ils sont plus endettés que l'Amérique. Ils détiennent aussi plus de parts de réserves monétaires à l'international. Et par contre, ils ont une très très faible réserve d'or. Alors, est-ce que ce 4,3%, c'est quand même lié après à cette immense masse monétaire, je pense, dont réserve d'or ? Est-ce que c'est du déclaratif et ils ont plus ? Je ne sais pas, ça sera à étudier. Maintenant, on voit quoi ? La Chine veut s'imposer à l'international avec son alliance des BRICS, étendue avec 5 pays arabo-musulmans, dont le sunnisme et le chiisme, rassemblés ensemble, comme quoi, avant Dieu, c'est l'économie qui gère les choses. Ils sont plutôt de l'ordre de César que de l'ordre de ce qui est à notre Créateur tout-puissant. Mais passons, c'est qu'un petit détail. Et la Chine a promis de faire table rase sur ce qui était du
pilote international, on va dire, du gendarme américain qui venait à la fois à gérer les affaires de guerre, à déplacer les forces de l'OTAN, à gérer tout le commerce par le SWIFT, mais plus particulièrement le dollar en arrière-plan, eux, ils travaillent en tout cas, à avoir leur propre économie. Mais d'abord, pour pouvoir s'imposer, puisque la plupart des pays préféreront rester tout de même dans leur force de souveraineté d'impression. Vous l'avez très bien compris. Donc le seul moyen de faire comme ça un point de pression, voyez, c'est que Xi Jinping se développe et est après à la fin des gens qui ont énormément de dettes envers son pays, et eux, ils ne seront pas gentillets à arranger. Hein. Ils vont allumer, et puisque ces dettes devront être payées, je ne sais pas, en yuan ou en dollars ou ce qu'on veut, il va mettre la pression après à ces pays pour basculer, je le pense, dans son nouveau système économique, dont on va parler après. Les pays en développement endettés auprès de la Chine vont payer des montants records en 2025. Selon une étude de l'Institut australien Lowy publiée ce mardi 27 mai 2025, qui évoque un raz-de-marée de paiement d'intérêts, les 75 pays les plus pauvres du monde vont devoir rembourser à la Chine une somme totale de 22 milliards de dollars en 2025. La Chine, elle a fait quoi ? Maintenant tout le monde a sa place à notre table, venez rejoindre les BRICS. Au final, ces dernières années, ils ont fait des prêts à certains pays très endettés pour mettre la main sur ces derniers et prendre leurs ressources. Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont applaudis de toutes parts. C'est-à-dire, l'Occident est dénoncé comme le méchant colonisateur, mais eux, là, ce qu'ils sont en train de produire, c'est pire que ça. En fait, ils vont pas être présents militairement comme ça, dans des opérations soi-disant pour maintenir la paix et en fait prendre quelques ressources. Non, ils sont plus intelligents. Ils vont faire des constructions, des prêts dans certains pays, les endetter, les étrangler et en prendre possession. Vous comprenez ? Ces 10 prochaines années, la Chine ne sera plus le banquier des pays du Sud, mais un collecteur de dettes. Autrement dit, elle recevra plus de remboursements qu'elle ne prêtera. Pour ces quelques 75 pays les plus pauvres, la charge des intérêts de la dette a augmenté d'un tiers en 10 ans. C'est autant d'argent qui ne peut pas être consacré aux dépenses de santé, d'éducation, explique l'étude de l'Institut Lowy. Donc les États, parmi les 75 pays les plus pauvres, qui doivent beaucoup de sous à la Chine, ils vont être étranglés, plus de possibilités d'investir pour la population, de santé, d'éducation, d'infrastructures, de tout ce que l'on veut. Ils ont des ressources, on va voir après quelques pays ici, la Zambie, l'Éthiopie, le Kenya ou encore la République démocratique du Congo. On a également le Pakistan, le Kazakhstan et la Mongolie, d'accord, qui sont bénéficiaires des prêts et donc qui vont devoir donner beaucoup d'argent. Et là, waouh, comme ils ne peuvent pas vraiment rembourser correctement, puisqu'il y a les besoins de la population et tout ce qui s'ensuit. Ils vont donc devoir, tout simplement, éléguer un peu de leur or, ou bien s'arranger pour remettre des réserves monétaires. C'est ça qui va se passer. Vous voyez, le Pakistan, quand même pas mal de possessions d'or. Je crois qu'il y avait le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan, un des deux qui a été cité également. Donc tout ça, ça va mener à ce que la Chine prenne un bond gigantesque. D'accord ? Elle va pouvoir finalement dépasser l'Amérique, pas seulement en termes technologiques ou autres, mais même en possession quelque part de terres à l'international. Et on remarque, depuis le lancement en 2013 des nouvelles routes de la soie, donc c'est les routes du commerce, le gouvernement chinois a prêté des milliards de dollars pour construire des infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc la pièce centrale, c'est quoi ? C'est l'Europe. D'accord ? De l'Asie à l'Afrique, il peut y avoir certes des routes, mais le plus simple en termes de commerce ou autre, ça serait que l'Europe devienne cette plateforme. Et la Chine, c'est pas pour rien qu'elle investit dans les médias, qu'elle fait attention à bien récupérer certaines terres, qu'elle s'implante et que petit à petit sa population fait des mouvements migratoires vers l'Europe. Des prêts qui ne sont pas sans arrière-pensée, Pékin cible en priorité des pays riches en ressources naturelles. Comme on l'a vu, ça peut être également les possessions d'or, mais le pétrole, le bauxite ou le cobalt, et on a aussi en République démocratique du Congo des terres rares pour les batteries, les voitures électriques. Alors c'est peut-être justement le cobalt dont il est question. Très fort, sans même faire couler du sang immédiatement, ils le font, vous voyez, ils distillent quelque part leur stratégie. Et après, on a donc des détracteurs du programme des nouvelles routes de la soie qui pointent le risque qu'il n'enferme certains pays membres dans la dette.
Alors, elle est belle, hein, leur ouverture qui était présentée des BRICS+, pour renverser la domination, l'hégémonie américaine, comment on appelle ça, monopouvoir, mais ça a un autre nom spécifique pour que ce soit ouvert à tous. On comprend une chose derrière tout ceci, c'est que la Chine commence vraiment là à ne plus seulement rester à son petit royaume. Fini la Chine qui ne rentre plus dans les conflits à l'international, qui essaye d'être un peu hors des belligérants et de ramener de la paix ou de créer des contrats sans trop se mêler des affaires. Maintenant, elle s'expose. Et le truc qui est grave, c'est quoi? C'est qu'ils ont les usines. En fait, l'Europe et l'Amérique, pour faire un maximum de gains de productivité et avoir des petites mains à pas cher, ils ont délocalisé. Et c'est ce qui a permis les grands bonds aussi en Chine. Occuper la population, faire en sorte, on va dire, de créer des contrats et pourquoi pas de se développer. Donc, la Chine a les usines. À tout moment, elle stoppe. On a des grosses entreprises cotées en bourse comme Louis Vuitton, entre autres, dans la mode par exemple, qui se retrouveraient bloquées. Plus de commandes, plus de livraison, rien. Et on comprendrait d'ailleurs toute la mascarade. Il y a également des entreprises comme Apple, qui ont une partie de leur production, même on va dire tout ce qui est de l'assemblage et tout des pièces, qui est en Chine. Donc s'ils bloquent ça, c'est pareil. C'est un mastodonte américain qui est en bourse et qui peut faire paniquer les marchés, derrière entraîner des gens qui perdent leur action et également du chômage pour tous ceux qui travaillent dans ces entreprises. Donc, Trump, il a décidé de quelque chose. Il a compris que là, la Chine ne se laissera pas faire. Il a commencé par les taxes douanières et tout, et on l'a pris pour un fou. Certains disent qu'il est incompétent, il n'a pas compris, il est en train de tout faire basculer. Il a menacé Apple. Il a dit maintenant, vos entreprises, vous allez les ramener en Amérique. On va aussi rendre la grandeur à l'Amérique, comme il aime bien le dire, et à partir de là, peut-être qu'un iPhone coûtera plus cher, parce que chez nous, c'est pas de l'exploitation humaine, on fait en sorte qu'il y ait les droits de l'homme de respecter, donc les salaires sont plus conséquents. Mais au moins, on aura la fierté de produire américain, d'accord? Nous n'aurons pas cette contrainte à tout moment d'une menace d'un pays étranger qui nous dit hop, 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 on peut bloquer toutes les livraisons, ou bien même vous mettre des taxes en plus, fini. Là, tout est géré. Et il a bien précisé, parce qu'après, Apple, du coup, ils se sont dit quoi? On va aller en Inde. Non! L'Inde est l'ami des Chinois dans les BRICS. L'Inde peut pareil entrer en conflit. Donc Trump, il a réagi immédiatement. Il a publié sur Truth Social un message adressé à Tim Cook et il lui a dit « Je m'attends à ce que les iPhones qui seront vendus aux États-Unis soient fabriqués et construits aux États-Unis, pas en Inde ni ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, Apple devra payer aux États-Unis une taxe d'au moins 25%. » On en revient à ce protectionnisme, à également cette forme de patriotisme où l'on est fier de produire chez soi et où l'on crée du dynamisme. Au lieu de vouloir faire quelques bénéfices sur le dos des autres, il faut ramener un savoir-faire. Donc il a rencontré Tim Cook à la Maison Blanche 2 jours plus tôt, le timing en dit long, et quoi qu'il en ait discuté, donc ces déclarations après ont fait bouger les marchés, je crois que ça a fait perdre quasiment 1% au S&P 500, 0,7% au Dow Jones, et le Nasdaq, pareil 1,1%. Et Apple, je crois, ils ont perdu 2%. On remarque quelque chose aussi, de très intéressant. C'est les économies imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que Apple, c'est pas seulement un mastodonte technologique, une fierté américaine et beaucoup d'emplois en Chine. C'est au-delà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Trump va rapatrier tout ce savoir Apple, pour la Chine, ça fait beaucoup d'emplois en moins. Ça fait des usines qui vont rester sans commande. Ou alors il va falloir qu'elles soient rachetées, je ne sais pas, par Realme et les autres marques un peu chinoises. D'accord ? De toute évidence, Apple n'est pas une entreprise comme les autres. C'est la marque la plus précieuse au monde. Et la menace de Trump a révélé une vulnérabilité massive dans l'ensemble de leur modèle économique. Voici ce qui manque à la plupart des gens. Apple versus the world. Donc on comprend les relations économiques
que les grandes entreprises ou des fois des grands groupes ont avec Apple. Et là, on remarque par exemple que pour l'Europe, c'est Louis Vuitton Mode Home, je crois, qui a 408 billions de dollars d'affaires avec eux. On a également après Aramco, je vous avoue, je ne sais pas, j'ai pas été faire les recherches, c'est 1,98 trillion de dollars en affaires avec Apple et tout le reste. En Amérique du Nord, Apple, c'est 2,85 trillions de dollars. C'est immense, après vous en avez encore d'autres. Apple fabrique la plupart des iPhones en Chine, comme on l'a vu, mais ils ont discrètement transféré leur production vers l'Inde pour éviter les droits de douane chinois qui entraient dans cette conflictualité de mimétisme avec l'Amérique. Donc pas d'Inde, ni nulle part ailleurs, Trump veut que la production d'iPhone se fasse sur le sol américain, point final, mais les analystes du secteur qualifient cette demande de conte de fées, puisqu'ils disent que si jamais on faisait ça, les iPhones coûteraient jusqu'à 3500 $ chacun s'ils étaient fabriqués en Amérique. Donc là après c'est le double du prix actuel, mais Apple a clairement compris le message, c'est peut-être plus intéressant quand même de le vendre plus cher sans se taper 25% de frais de douane. Finalement, ils viennent d'investir en février, donc là il y a quelques mois, maintenant il y a 3 mois, un investissement de 500 milliards de dollars dans le secteur manufacturier américain sur 4 ans. Donc Trump a très bien réussi sa mission. Ils construisent une usine de 250 000 pieds carrés à Houston pour les serveurs. Pendant ce temps, Trump ne s'arrête pas à Apple. Il a également menacé d'imposer, donc là c'est tout récent, un tarif de 50% sur l'Union européenne à compter du 1er juin. Il a dit nos discussions avec eux ne mènent à rien. Certainement qu'il devait parler de Trump, de Van der Leyen, eux qui sont apparemment si sûrs de leur plan. Il ne s'agit pas seulement de commerce, il s'agit de remodeler le secteur manufacturier mondial et d'autres entreprises réagissent. En fait, il a compris une chose Trump, c'est que vraiment il faut relocaliser. Et c'est peut-être ce qui va se passer aussi en Europe. On a vu récemment, pour l'OTAN, donc ce qui est de l'ordre de l'armée, Trump a fait comprendre que ça y est, c'est fini, hein, les accords avec l'Union européenne, ça investit plus assez, et finalement il y a un autre projet. Et on comprend très bien. En fait, c'est un programme américain sans qu'il soit révélé comme tel. C'est que l'Union européenne veuille elle aussi être dans la grandeur. Vous voyez, lui, il y a le Great Again, rendre la grandeur à l'Amérique. Eh bien, il y a l'idée maintenant de reconstruire une Union européenne forte. Une Europe qui pèse à l'international. À la fois par le crypto-euro, par l'alliance des armées, ce à quoi Macron a mené avec ses discours en disant qu'il faut une armée de l'Europe. Et on voit l'Allemagne, ça y est, qui se redynamise dans sa militarisation. La France, qui depuis 2-3 ans revient sur le devant de la scène, vraiment. Et on a même le LPM, loi de programmation militaire, qui nous a montré qu'il y a, je crois que c'est une enveloppe de 400 et quelques milliards d'euros pour réinvestir. Je crois qu'il y a 4000 entreprises concernées, 200 000 emplois. Donc ils vont redynamiser, ne serait-ce qu'en termes militaires, donc ça relocalise. Fini, par exemple, de faire la poudre à canon ailleurs, hop, ça revient ici. Pareil pour certaines productions. Donc ça va donner un élan à l'Europe. Là où certains pensaient qu'on allait de bon dernier s'effondrer parce que, oh, crise économique ou autre, non, au contraire. C'est maintenant. Nous étions trop assis sur nos acquis, sur l'exploitation peut-être même des fois de ce qui pouvait être produit ailleurs. Maintenant, on relocalise le savoir, les matières et les industries. Et ça, c'est parfait. Donc, on a TSMC qui vient d'annoncer un investissement de 100 milliards de dollars dans la fabrication de puces aux États-Unis. On a l'impression que c'est limite les 30 glorieuses qui vont se réaliser. Hein. Production d'usines, réinvestissement massif en milliards de dollars, par exemple, pour l'Amérique. On a également la promesse, je crois que c'était Sanofi, de 20 milliards pour la recherche. Donc, que va-t-il se passer exactement ici ? L'Amérique, premièrement, mais en fait, ça va ruisseler un peu sur l'Europe aussi. Même s'il y a des pressions pour le moment, ça va être intéressant. L'Amérique, elle va faire quoi ? Se réorganiser pour ses technologies, revoir son économie à l'international, essayer également de mettre du mieux vivre pour la population et de respecter le peuple résultat. Donc on en arrive normalement à de belles années. C'est-à-dire, ça va être un moment de bousculade un peu, certainement que la bourse va chuter, et c'est ce qu'il fait depuis un certain temps. Trump a compris que comme il va y avoir un impact, le mieux c'est de mettre des petits coups d'aiguille, vous voyez, dans ce ballon de baudruche quelque part, dans
ce phénomène qui a gonflé les masses monétaires. Tchouk, percer un petit peu, dégonfler, ramener les gens à comprendre que les marchés vont fluctuer de toute façon parce que tout se réoriente, pour après aboutir à de la stabilité. Il y a notamment donc TSMC qui dit que 3 nouvelles usines de fabrication vont l'être, 2 pour l'emballage et un centre de recherche en Arizona. Trump a déclaré les puces d'IA les plus puissantes au monde seront fabriquées ici même en Amérique. La véritable histoire ne concerne pas les tarifs douaniers. En fait, derrière, Trump a également anticipé à ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il retire ses troupes de l'OTAN petit à petit de la zone Europe pour les placer plus précisément vers le Pacifique, car en fait, il va y avoir la Chine qui va continuer également à jouer des mains et s'attaquer à Taïwan. On le sait, c'est en préparation depuis bon nombre, c'est pas un secret de polichinelle. Donc Trump, il anticipe ça. Qui dit attaque de Taïwan, c'est significatif de moins de production de puces, donc il faut absolument mettre la pression à des producteurs et des grandes entreprises pour qu'ils le relocalisent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est très fort. Il s'agit en fait d'un levier économique. Trump utilise l'énorme marché de consommation américain comme une arme, acheter des produits fabriqués aux États-Unis ou payer le prix. En fait, c'est tout simplement la logique d'un vrai président qui devrait même s'appliquer en Europe. C'est pas forcément un repli sur soi, mais c'est retrouver de l'intelligence. En fait, il est plus intéressant, par exemple, pour un Français de consommer ce qui est produit sur son territoire. Parce que peut-être qu'il va payer plus cher, mais sur le long terme, c'est plus efficace. Parce que ça paye des impôts derrière. Donc il y a quelque part une redistribution collective. Ça crée des emplois. Ça produit du meilleur vivre sur le territoire. Et surtout, il y a quand même cette fierté aussi. De se dire, là, on est sur du produit de qualité. On maîtrise les détails. On peut bien gérer même en circuit court, etc. C'est plus intéressant de faire ça que de se dire « Ah ouais, non, c'est de la merde, en fait, là, ils sont en train de taxer les produits étrangers, et donc ça nous reviendra quasiment au même prix qu'un produit français, alors qu'hier, on était hyper content de pouvoir exploiter ces corps en sous-nutrition à l'autre bout du monde. » C'est ça dont il est question. Quand Trump menace, ou même au niveau de l'Union européenne, ça commence à réfléchir à augmenter les frais de douane pour des produits chinois souvent de piètre qualité, c'est aussi cette idée de retourner à la qualité et de comprendre qu'en fait, il est mieux d'avoir, je ne sais pas, par exemple, 2 ou 3 chemises dans son armoire que d'en posséder 10 de piètre qualité qui en plus ont du sang dessus, ont de l'exploitation. Apple pensait que son pouvoir privé le protégerait. Accès au conseil d'administration, relations réglementaires, influence des entreprises, donc un seul message et ces 118 milliards de dollars qui ont été déplacés. Toute la structure institutionnelle du pouvoir d'Apple, rien n'est comparable à une personne. Alors, d'abord un problème de traduction, rien n'est comparable à une personne avec une plateforme qui apporte des changements auxquels elle croit. Donc là, après, c'est quand même un peu aussi l'idée de totalement soutenir Trump. Enfin, revenons sur l'économie. Vous avez compris la masse monétaire qui ne cesse de grandir par ces crises, inflation, peut-être récession, etc. Un peu comme dans les années 1920-29, au moment de la crise, c'était pareil. Certains disaient il faut des rouleaux de billets, pas des roulottes, mais ce qu'on appelle ça, des brouettes de billets. Donc là, une nouvelle monnaie pourrait-elle détrôner le dollar? La question se pose. Aujourd'hui, première monnaie de réserve mondiale, le dollar pourrait se retrouver menacé par une nouvelle monnaie venant des BRICS, même si la Chine nie de façon officielle ce travail, qui souhaite par là se détacher de l'hégémonie américaine. Aujourd'hui, le dollar est la monnaie la plus utilisée et la plus puissante au monde. Elle constitue une unité de compte, c'est-à-dire qu'elle permet de fixer le prix de chaque bien. Elle est aussi la monnaie dans laquelle se font la plupart des opérations financières et une grande partie du commerce. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis jouissent de ce que Valéry Giscard d'Estaing qualifie en 1964 de privilège exorbitant. Il s'agit du caractère propre aux États-Unis en termes fiduciaires qui fait qu'il ne peut subir de crise de balance des paiements, puisque le pays paye ses importations avec sa propre monnaie. Les États-Unis peuvent se permettre de vivre au-dessus de leurs moyens parce qu'ils n'ont pas besoin de justifier la valeur du dollar par leur contexte économique national. Le dollar, étant donné que c'est la monnaie internationale, se justifie par la dynamique internationale, résume Karl Grécou, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Même après que le président Richard Nixon, voilà c'est Nixon,
on est sûr maintenant de l'identité, a mis fin aux accords de Bretton Woods, j'ai mal prononcé, le 15 août 1971, qui organisait le système monétaire international autour du dollar américain convertible en or. Le billet vert est resté la monnaie de référence. Je cite. « Comme tout le monde a investi sur le dollar, et que personne n'est prêt à se désenchérir pour faire sa migration vers une autre monnaie, alors le dollar ne représente rien. Mais comme c'est l'unité de compte et la réserve de valeur, alors il prend d'un coup une valeur. » Fin de citation. Une remise en cause de l'hégémonie du dollar. Cette domination fiduciaire n'est pas exempte de critiques, et une partie des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a souvent évoqué l'idée de la création d'une nouvelle monnaie de réserve. Sous cette volonté de se soustraire au dollar, il y a une volonté de réduire l'influence politique américaine, indique l'économiste. Car de fait, l'utilisation du dollar comme monnaie internationale oblige tous les pays tiers qui veulent faire des transactions entre eux à passer par le dollar. Et donc mécaniquement, compte tenu de l'extraterritorialité du droit américain, les États-Unis ont un droit de regard. Fin de citation. Ça nous renvoie même à ce système SWIFT. Sans lui, il me semble qu'aucune transaction ne peut se faire. Ainsi, cette dynamique de dédollarisation a récemment été accélérée par la Russie. En avril 2023, Alexandre Babakov, alors vice-président de la Douma, avait annoncé la création d'une nouvelle monnaie, qui fut débattue lors du sommet des BRICS à Durban. Victime de sanctions occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie a 300 milliards d'avoirs gelés. Aux yeux des pays des BRICS, voire du monde, si les pays occidentaux peuvent se permettre d'infliger de telles sanctions financières à la Russie et de confisquer ces 300 milliards de réserves, alors ces économies-là peuvent se permettre de le faire pour tous les autres pays. Fin de citation. La crise en Ukraine a donc catalysé cette volonté de dédollariser. Les BRICS ne sont d'ailleurs pas le seul groupe à vouloir se détacher de cette influence américaine sous-jacente. Je cite. « Même à l'intérieur des pays européens, c'est un mouvement qui fait envie, relate l'économiste, avant de préciser que ces derniers acceptent cette hégémonie car, l'un dans l'autre, ils en bénéficient. Le vieux continent, étant l'un des partenaires commerciaux principaux des États-Unis, explique qu'il profite également de ce privilège exorbitant. » Fin de citation. Et les États-Unis, eux-mêmes, ont d'ailleurs conscience de cette lassitude, et le président Joe Biden plaide pour une refonte du système monétaire international. S'ils sont malins, cela peut ralentir significativement donc la dynamique des BRICS, mais les promesses d'indépendance et d'autosuffisance portées par les BRICS risquent de l'emporter. On nous dit que c'est un projet réaliste et que tout est actuellement à l'étude. En effet, les pays BRICS connaissent aujourd'hui une croissance économique nettement supérieure à celle des pays développés. En 1990, leur poids dans le PIB mondial atteignait à peine 10% contre 25,5% en 2018. Parmi eux, la Chine affiche le taux de croissance le plus élevé, atteignant 8,4% en 2021. La force des BRICS est qu'ils détiennent la plupart des réserves en matières premières du monde, telles que le pétrole, le gaz naturel, les minerais et les métaux précieux. Dans une interview accordée à Giuliano Nossi, chargé de la Chine à l'école polytechnique de Milan, il a été révélé que les BRICS élargis ont maintenant la capacité de créer un cartel majeur dans le domaine des matières premières. Et nous l'avons repéré juste avant, en ayant mis la pression à 75 pays, ils ont été capables, ni plus ni moins, de se saisir là prochainement de ça. Donc ils ont été capables de mettre un projet qui viendra à leur fournir encore plus de ressources naturelles comme le pétrole, le bauxite et le cobalt. Voilà, alors attendez, hop, qu'on aille un peu plus loin. Donc là, vous avez compris où on en est. Les droits de douane de Trump font vaciller la domination du dollar. Secoué par la tempête commerciale de Donald Trump, le dollar a perdu près de 9% par rapport à l'euro depuis l'investiture du président américain en janvier. Les droits de douane sont de nature à fragiliser encore plus sa domination, selon les économistes interrogés par la Tribune, même si aucune alternative ne semble en mesure de s'imposer pour le moment. La suprématie du dollar américain est-elle menacée par la guerre commerciale de Donald Trump ? Actuellement, la monnaie américaine maintient sa domination dans les transactions internationales et les réserves mondiales. Selon le Fonds monétaire international, elle constituerait encore 58% des réserves de change des banques centrales mondiales au dernier trimestre 2024. Bien que toujours prépondérante, cette proportion a néanmoins diminué
depuis 1999 où elle s'élevait à 71%. Au niveau mondial, près de la moitié de la valeur des paiements interbancaires internationaux est échangée en dollars contre 22% en euros, 7% en livres sterling et 4% en yuan, selon les données du réseau de paiement SWIFT pour février. Donc le seul concurrent vraiment possible du dollar, ça resterait l'euro. Et vous comprenez qu'en fait c'est l'apparence, puisque l'euro est en fait une création des Américains, nous l'avons compris depuis un petit temps par George Soros, il y avait je crois la Bank of America, mais je suis pas sûr, mais surtout d'autres comme JP Morgan qui étaient dans ces affaires. Donc on a l'impression qu'en fait ce qu'ils désirent actuellement, c'est laisser entendre qu'ok, l'international, c'est une sorte de dédollarisation, en fait pour passer à l'euro, une autre création. Et jamais ça sera le yuan ou le livre sterling, certainement pas. Par ailleurs, de nombreuses matières, premières stratégiques comme le pétrole, sont libellées en dollars, renforçant sa position centrale dans le commerce international. Mais pour combien de temps ? La salve des droits de douane imposés par la Maison-Blanche, puis les mesures de rétorsion chinoises, alimentent désormais les craintes sur la croissance américaine et font vaciller les marchés. Depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, le billet vert a perdu près de 9% par rapport à l'euro, 8% par rapport au yuan et près de 10% par rapport au franc suisse. Dans le même temps, plusieurs banques centrales ont amorcé un processus de dédollarisation de leurs réserves. L'une des raisons est qu'en étant dépendant du dollar, pays et entreprises s'exposent aux sanctions américaines et internationales, comme l'a illustré le gel des réserves de change russes à l'étranger après l'invasion de l'Ukraine début 2022. Vous remarquerez que les articles que je vous ai sélectionnés se recoupent un peu entre eux. La domination du dollar peut-elle vaciller ? Je cite, « Les investisseurs et les détenteurs d'actifs de réserve se posent des questions qui n'avaient pas lieu d'être il y a encore quelques semaines sur la stabilité, la sécurité apportée par le dollar et les titres de dette américaine », explique à la tribune Isabelle Matteo I. Lago, chef économiste de BNP Paribas. Et elle poursuit, « Si ces questions récentes ne sont pas mises de côté très rapidement, on pourrait s'attendre à ce que cette domination s'amenuise de manière accélérée au cours des années à venir. » Fin de citation. Carl Grécou, économiste au CEPI, ne va pas jusqu'à dire que la domination du dollar est compromise, mais distingue de son côté deux lectures des événements récents avec la mise en place des droits de douane par Donald Trump. D'une part, il estime que les pays européens pourraient, je le cite, s'aligner sur la position américaine en négociant avec l'administration de Trump, notamment des achats de bons du Trésor, et de ce fait consolider la domination américaine, du moins en Europe. Pour les autres pays ciblés, d'autre part, l'imposition des droits de douane est de nature à fragiliser la domination du dollar américain, estime l'économiste interrogé par la tribune. Quelque chose d'assez basique. Cette remise en question est-elle sans précédent ? Isabelle Matteo Lago rappelle qu'à plusieurs reprises, les États-Unis ont agi de manière unilatérale, ce qui a contrarié les partenaires internationaux. Le précédent le plus semblable a été la décision de l'administration Nixon de mettre fin au système de Bretton Woods, système monétaire mondial donc organisé à partir de 1944 autour du dollar américain convertible en or. Et en 1971, rappelle l'économiste. Donc là, elle explique que cela n'avait pas ébranlé tant que ça la domination du dollar parce que les autres piliers de cette domination demeuraient intacts. Seule l'obligation juridique avait disparu. Et c'est là toute l'inquiétude dont je vous ai déjà fait part, c'est le pétrole surtout. Comme il y a à peu près 7 grands producteurs de pétrole et un peu plus je crois en gaz, quand l'Amérique et l'Europe se coupent de la Russie, commence à avoir et poursuit ses défaillances avec l'Iran, voit en face qu'il y a les BRICS+, qui aujourd'hui commencent à absorber l'Arabie Saoudite, qui pourra à tout moment changer le fusil d'épaule et se battre contre l'Amérique. Donc on perdrait en termes de production et d'accessibilité au pétrole. Et c'est là où il resterait que la valeur or tout au plus, mais à quoi bon ? Et vu que tout ce qui fait fonctionner la société principalement, c'est le pétrole. Plus récemment, continuons l'article, les États-Unis ont pris de manière unilatérale des sanctions vis-à-vis de pays tiers qu'ils ont ensuite cherché à imposer aux autres pays sous la forme de sanctions secondaires. Dans un certain nombre de capitales, s'était alors posé la question de la domination du dollar. Mais celle-ci a continué à être soutenue par la taille de l'économie américaine, le fait que les États-Unis soient le premier ou deuxième partenaire commercial de la plupart des pays et par les alliances
géopolitique. Aujourd'hui, les piliers de cette dominance du dollar, dans leur ensemble, sont remis en question. Et donc on a différentes idées de prophéties de dédollarisation successives, et que cette nouvelle remise en question de la domination du dollar n'a pas uniquement une racine économique, mais comporte de grandes lignes de fractures politiques et géopolitiques. Mais alors, quelles alternatives au dollar américain? Pour autant, Isabel Matteo Ilago ne voit pas à l'heure actuelle une devise qui serait en mesure de remplacer le dollar. Mais aujourd'hui, et sans doute pas pour un certain temps, donc, que ce soit pour remplacer aujourd'hui ou bien pour un certain temps, c'est pas faisable pour l'instant. L'alternative, ce serait l'euro. Mais il faudrait vraiment des transformations systémiques et fondamentales de la zone euro pour imaginer le dollar et l'euro à parité dans le système. Karl Grécou doute également qu'une monnaie vienne remplacer directement le dollar, mais affirme que tout pointe en réalité vers une nouvelle ère du bilatéralisme. L'économiste imagine en effet la possibilité de voir émerger en parallèle de la domination du dollar un autre système avec soit d'autres monnaies, soit une monnaie propre aux BRICS, qui pèse 37% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat et la moitié de la population mondiale, rappelle-t-il, soit le renminbi, qui veut dire le yuan. Donc après Canada, UE, Chine, pourquoi les négociations commerciales avec Donald Trump s'enlisent? Je pense que ça on le fera un peu plus tard. Je vous propose, hop là, de basculer sur cet autre magazine. On nous dit que c'est un plan déconnecté du monde économique actuel. Stephen Miran avait conçu un plan en plusieurs étapes. Le conseiller de Donald Trump avait prévu que l'imposition de droits de douane provoquerait, dans un premier temps, une hausse du dollar. La logique était que les tarifs générant de l'inflation aux États-Unis, les investisseurs anticiperaient des hausses de taux d'intérêt, rendant encore plus attractifs les placements en dollars. Même si la hausse du dollar devait limiter cet effet inflationniste, dans un premier temps, Stephen Miran avait fixé comme objectif secondaire la baisse du prix du pétrole grâce à un renforcement de l'offre, notamment aux États-Unis où la production est vivement encouragée. Dans l'esprit du premier conseiller économique du président américain, la stratégie de baisse du dollar devait donc être mise en œuvre dans un second temps, s'appuyant sur une grande conférence monétaire internationale organisée par exemple dans la résidence de Donald Trump, débouchant sur les accords de Mar-a-Lago, à l'image des accords du Plaza entre banques centrales de septembre 1985, qui avaient eu pour objectif de faire baisser le dollar. Un objectif alors atteint au-delà de toute espérance. Parallèlement, afin d'éviter tout problème de financement de l'État américain, la perspective d'une baisse du dollar, pouvant bien sûr faire fuir les investisseurs internationaux, les banques centrales, s'engagerait à échanger les obligations émises par l'État fédéral à court et moyen terme qu'elles ont en portefeuille contre des titres à très long terme, jusqu'à 100 ans. Ainsi, l'administration américaine ne connaîtrait plus de problèmes de refinancement au cours des années à venir. Mais, il y a un mais, cette construction intellectuelle ne tient pas. D'un point de vue théorique d'abord. Si par exemple l'administration de Trump réussissait à persuader les banques centrales de swapper les treasuries, donc les bons du trésor, là, ce que l'on appelle les obligations émises par l'État fédéral, à moyen terme contre des obligations à très long terme jusqu'à 100 ans, cela assurait le financement du trésor américain pour longtemps et attirait donc les investisseurs. Cet afflux de capitaux provoquerait non pas une baisse mais une hausse du dollar, contrairement à ce que veut Donald Trump, relève Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Et surtout, rien ne dit que les banques centrales seraient prêtes à jouer le rôle attendu par Stephen Miran. Je cite, « Dans la réalité, cela ne peut pas fonctionner », souligne Florence Pisani, responsable des études économiques de Candriam, d'une part, parce que les banques centrales sont aujourd'hui beaucoup plus autonomes qu'elles ne l'étaient au cours des années 1980, période à laquelle se réfère Stephen Miran. À l'époque, la banque centrale japonaise, BOJ, était liée au gouvernement. Elles ne sont donc pas contraintes de répondre favorablement aujourd'hui aux demandes américaines. D'autre part, le secteur privé a pris une place beaucoup plus grande dans le financement des États-Unis au-delà des banques centrales. C'est pour ça, je mets une parenthèse, que Trump met la pression à ces mastodontes type Apple ou TSMC et compagnie pour qu'ils réinvestissent en Amérique et qu'en fait, une fois qu'ils auront aussi leur usine là-bas, la pression du gouvernement soit intégrale. Là, c'est vraiment le jeu où soit Apple, ça suit
par exemple TSMC, etc., ils font refonctionner l'Amérique. Et donc derrière, ces mastodontes qui, quelque part, sont en concurrence avec l'État, on peut leur mettre un point de pression encore. Soit ils sont à l'étranger, on les menace de douane, mais les entreprises pourraient se barrer. Il y a aussi ce risque. Là, c'est ce que je comprends, en tout cas, dans ce qui est déclaré. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des banques centrales qui sont toujours plus indépendantes, d'accord, avec moins de contraintes, mais on a aussi des grosses entreprises qui, derrière, mettent la pression. Et qui deviennent elles-mêmes des possibilités de financement, de prêts et compagnie. Donc là, en 2010, les réserves en dollars des banques centrales étaient d'un montant proche du stock des titres de dette possédés par des investisseurs privés non résidents. L'écart s'est creusé depuis. On nous dit que ces derniers ont acheté en cumulé pour 12 000 milliards de dollars de dette américaine, une valeur presque double des réserves actuelles en dollars des banques centrales. On imagine mal Donald Trump convoquer à Mar-a-Lago les principaux investisseurs privés internationaux, leur dicter leur conduite et les voir obtempérer. Une confiance dans l'économie américaine est remise en cause. Il n'est donc pas très étonnant de constater que rien ne se passe comme l'avait prévu le premier conseiller économique du président américain. Le dollar, qui devait s'apprécier dans un premier temps, a chuté dès l'annonce précise des droits de douane le 2 avril, passant de 1,05 pour un euro à 1,13, tombant même jusqu'à 1,15 avant d'évoluer entre ces deux bornes. C'est que le marché a d'abord pris en compte le risque de récession, sous l'effet du choc créé par ces droits de douane, synonyme de ponction sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains, une évolution que n'avait pas envisagée Stephen Miran. Je cite, « C'est le risque accru de récession américaine et la défiance vis-à-vis des actifs financiers américains qui ont surtout fait baisser le dollar jusqu'à maintenant », souligne Nordin Naham, stratégiste change chez Natixis. Nous nous attendons à 1 ou 2 trimestres de croissance négative aux États-Unis et une hausse du PIB limitée à 1% pour l'ensemble de l'année 2025. Fin de citation. En outre, les errements de Donald Trump, qui annonce des mesures drastiques de taxation des importations avant de les mettre en pause quelques jours plus tard, jouent sur la confiance des investisseurs et provoquent donc des retraits de capitaux supplémentaires, après ceux liés aux craintes de récession. Il poursuit. Là, ça va être Gilles Mock, je crois. La confiance dans l'économie américaine et donc dans le dollar reposait notamment sur la stabilité et la prévisibilité de la politique économique. Or, toutes les deux sont aujourd'hui remises en cause, souligne Gilles Mock. Cela contraste avec l'Europe, où la Banque Centrale Européenne fait exactement ce qui est attendu d'elle, compte tenu de son mandat. Fin de citation. Cette perte de confiance a déjà des conséquences concrètes sur les marchés, notamment celui des obligations souveraines. Il continue. Ah oui, non, ok, c'est un point. Je pensais qu'il y avait une virgule. Autant pour moi. Entre le 7 et le 11 avril, les rendements des trésoreries à 10 ans se sont accrus de 60 points de base en 4 jours, jusqu'à 4,5%, soit une très forte hausse constatée en un laps de temps aussi court. Des doutes sur la liquidité du marché américain. Au niveau de la liquidité, ça panique. Certains vendeurs de titres souverains ont alors pu avoir du mal à céder leurs obligations, la liquidité du marché n'étant plus pleinement assurée. On peut s'interroger aujourd'hui sur la liquidité du marché obligataire américain. Après plusieurs moments d'illiquidité, excusez-moi, c'est un nouveau mot que illiquidité plutôt, qui ont inquiété, relève Gilles Mock. En mars, la Fed avait annoncé une réduction drastique de ses reprises de liquidité, ce qui avait pu surprendre, mais on comprend beaucoup mieux après coup les motivations de la Banque centrale américaine. De plus, et les menaces de Donald Trump à l'encontre du président de la Fed, Jérôme Powell, ont fortement accentué le trouble des marchés. Gilles Mock note que le sujet le plus inquiétant du point de vue des marchés tient à l'indépendance de la Fed. Certes, après avoir agité cette menace, Donald Trump a finalement exclu de virer Jérôme Powell sous la pression des marchés. Mais il pourrait revenir sur ce terrain. Une Fed aux ordres de l'administration Trump, baissant les taux d'intérêt, y compris dans un contexte inflationniste lié à la hausse des droits de douane, perdrait toute crédibilité. Il en résulterait à tout le moins un choc sur les taux d'intérêt à long terme exigés des investisseurs. Fin de citation. Même si le président de la Fed reste finalement en place, au moins jusqu'à la fin de son mandat en mai 2026, l'instabilité et l'imprévisibilité de la politique de Donald Trump laisseront des traces. Fin de citation, estime Gilles Mock.
Les interrogations sur le rôle du dollar vont se faire de plus en plus vives car il y a bien une remise en cause inquiétante des attributs de la devise américaine reposant sur la prévisibilité, l'indépendance de la Fed et la liquidité du marché obligataire. Une liquidité d'autant plus indispensable pourtant que l'administration de Trump entend solliciter de plus en plus ce marché obligataire. Avec un déficit de l'État fédéral appelé à croître, il a déjà atteint 6,4% du PIB pour l'exercice 2024 clos le 30 septembre, portant la dette publique fédérale à 100% du PIB. Celle-ci est appelée à augmenter encore. Entre les dépenses nouvelles, notamment pour la défense, et les baisses d'impôts, l'endettement cumulé de l'État américain pourrait s'accroître de 5 800 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon les données du Sénat américain, soit plus de 20% du PIB, souligne Florence Pisani. Les baisses d'impôts en faveur des entreprises sont partie intégrante du plan Mirand de réindustrialisation. Mais sont-elles finançables ? La dette publique, qui pourrait atteindre 156% du PIB en 2055, exercera des pressions sur les taux d'intérêt à long terme, ce qui pourrait restreindre leur baisse significative souhaitée par Donald Trump, relève Nordinam, Strategy Change chez Natixis CIB. On pourrait poursuivre. Il y a encore après l'Europe qui veut rejoindre la fronde des BRICS contre le dollar et qui souhaite par Christine Lagarde d'un euro numérique supplantant le dollar dans les réserves de change. Nous pourrions aussi, hop là que je rouvre cette partie d'onglet, parler du Bitcoin et que certains expliquent que les cryptos vont chuter, que la planète finance est en ébullition. Mais tout ça, ça sera pour un deuxième épisode. Merci pour votre écoute, j'espère que c'était concret. N'hésitez pas à relayer et bien à commenter aussi. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées. À très bientôt.